dans une course au numéro, ni dans un jugement sur les personnes. Je redis le propos de ce livre. Le propos de ce livre, c'est acter le moment dans lequel nous sommes. C'est un livre qui, l'année dernière, c'était le droit de savoir, c'était un manifeste sur le journalisme. Là, c'est un peu plus le citoyen qui parle, et qui parle sans étiquette partisane, parce que je pense que de toute sensibilité, on peut entendre cette alerte. Mon alerte, elle part, vous savez, d'une phrase que vous entendez dans le langage public. Souvent, on dit « la crise, c'est quand le vieux n'est pas encore mort et que le neuf n'est pas né encore ». Et cette phrase, qui est une phrase d'Antonio Gramsci, cette figure de la gauche italienne qui est morte dans les jours du fascisme, on oublie de la citer de manière complète. Gramsci dit « le vieux n'arrive pas à mourir, le neuf tarde à naître ». Ça, c'est la crise, c'est les moments que nous traversons, ces périodes de transition, donc d'incertitude, donc de doute. Deux points. Dans cet entre-deux surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Ce qu'un poète italien a traduit en disant « surgissent les monstres ». Et moi, je pense que nous sommes dans cette course de vitesse. Cette course de vitesse entre l'absence de dynamique collective pour inventer ce neuf, et le fait que dans ce piétinement, parce qu'il y a des problèmes, il y a 12 à 15 millions de travailleurs pauvres dans notre pays, il y a cette illisibilité de l'Europe qui nous paraît une sorte d'ordre bureaucratique qui tombe d'en haut, il y a ces logiques financières. Regardez les résultats, nous avons fait les chiffres. Partout où il y a eu des plans sociaux, partout, à Yange, Florence, Aulnay-sous-Bois, paf, 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 sur les élus de gauche, et parfois à Yange, un élu du Front National. Donc cette réalité-là, elle est là, et elle pèse, et elle pousse à la résignation, ou, si ce n'est pas la résignation, à la quête du bouc émissaire. C'est ça les monstres. C'est se tourner vers plus pauvre ou un peu plus riche que soi et s'en prendre à lui au nom de son origine, de sa religion, de sa culture, dans cette guerre de tous contre tous qui est, et nous l'avons eu sous nos yeux ces derniers mois, ce sont des poupées gigolles. On parle des Roms, symbole de la pauvreté, et du coup, s'ils sont très pauvres, ce sont des voleurs, et au fond, c'est l'image repoussante de la pauvreté. Du coup, on parle des Noirs, nous avons quand même eu le surgissement du racisme le plus archaïque, celui de la traite négrière dans le débat public. Je voudrais juste m'arrêter là-dessus. On peut avoir des reproches politiques ou des désaccords avec la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Mais ce qui s'est déchaîné là, avec cette histoire même très, très forte de cette jeune petite fille, avec ses parents, qui, avec la fraîcheur de l'enfance, dit « Ah, c'est pour qui la banane? C'est pour la guenon ». Et j'ai vu Christiane Taubira, qui est hors d'atteinte de ça, normalement, socialement, là où elle vit, qui elle est, où elle est arrivée, en être blessée, et du coup faire un livre que vous pouvez trouver, Parole de liberté, où elle dit « Mais si moi j'en ai été blessée, qu'en est-il de tous ceux qui ont mon apparence dans l'ordinaire quotidien et qui le sont pour leur apparence, leur couleur de peau, leur façon d'être habillés, leur foi, leur croyance, puisque après il y a les Noirs, après évidemment pendant tout ce temps-là il y a nos compatriotes, je précise toujours d'origine, de culture ou de croyance musulmane, car tout ça par rapport à la religion relève de façon de la vivre différemment, et puis après on en passe à qui? Aux homosexuels. Et puis après, on en passe à l'idée qu'il y a l'inégalité naturelle entre les hommes et les femmes, et que les hommes en sont supérieurs. Vous avez entendu tout ça dans le débat public. Et évidemment, l'antisémitisme pendant ce temps-là. Donc, tout ça a ressurgi dans le débat public pendant 8 mois. Et ça, c'est une perdition. Cette haine de l'autre, c'est une haine de soi. C'est un mépris de soi-même. C'est un oubli de sa propre humanité. Et donc, mon livre, pour aller au-delà des questions d'actualité, c'est de dire, attention, le risque est là. Et plutôt que de le déplorer, parce que je ne crois pas que ce soit un livre de pessimisme, c'est un livre pour nous dire, nous sommes concernés, notre liberté nous requiert, pour nous mettre en mouvement, pour nous réveiller, pour dire non, c'est pas dire non comme une crispation, c'est dire non pour inventer un oui, pour faire un pas devant l'autre, et pour retrouver un chemin d'élévation autour des idéaux qui nous rassemblent. Parce que comment elle s'est construite, la République? Il y aura toujours une famille intellectuelle, et je ne la méprise pas, et elle a des intellectuels parfois très brillants.
parce que ça vient souvent d'en haut, de gens brillants, ces idées-là, qui est les tenants de l'égalité, de l'inégalité naturelle. L'idée que nous naissons inégaux, que les femmes et les hommes, c'est pas pareil, mais du coup les hommes sont supérieurs, qu'il y a des peuples supérieurs à d'autres, qu'il y a des religions supérieures à d'autres, qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, qu'il y a des nations supérieures à d'autres, qu'il y a, avec des guillemets, des races supérieures à d'autres. Nous connaissons en France cette histoire-là, puisque ce sont des intellectuels français qui ont théorisé ça, et qui existent par leur plume et par leur brio. Charles Maurras, pour n'en citer qu'un, mais aussi Maurice Paresse, un petit peu, dans une version nationaliste de la terre et des morts. Et donc, tout ça existera toujours. Cette famille intellectuelle existera toujours. Le problème, c'est quand ces idées-là prennent le pas en politique, et elles prennent le pas contre ceux qui a fondé la République et la démocratie. Qu'est-ce que l'idée de République, l'idée de démocratie? C'est l'idée de l'égalité, des droits et des possibles, contre cette fatalité de l'inégalité, qui est une fatalité pour nous fixer. Nous sommes dans notre condition, dans notre origine, dans notre communauté, dans notre nation, dans notre clôture, dans notre fermeture. Nous n'avons pas droit au mouvement, nous n'avons pas droit à la liberté. Et donc, je redis, ce que nous avons en commun, et ce que nous avons en commun depuis qu'en Europe, nous savons quelles catastrophes peuvent produire les idéologies de l'inégalité naturelle. C'est cette idée de l'égalité de droit, d'une république dite démocratique et sociale, qui ne fait pas de distinction selon l'origine, selon l'apparence, selon la religion. C'est ces possibles-là qui sont au cœur des idéaux d'une république qui est faite de mouvements, de dynamique, qui est faite de l'invention en permanence d'un nouveau chemin. Et moi, je me dresse contre ces idéologies qui nous présentent la réalité, et qui est un réel, en fait, imaginaire, qui est un réel qui nous emprisonnerait, qui est un réel comme un existant qu'on ne pourrait pas faire bouger. Alors que inventer une démocratie ensemble, c'est faire bouger ce réel, refuser cette fatalité de la condition, de l'origine, de l'appartenance. Et donc, c'est ce sursaut-là dont nous avons besoin. Hier, Manuel Valls, nouveau Premier ministre, a trouvé sur son bureau le premier rapport qui lui a été remis comme Premier ministre. C'est le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui regroupe dans leur diversité toutes les associations qui s'occupent de ces questions-là en France. C'est un rapport annuel sur l'état de la xénophobie et du racisme en France. Il constate il a des moyens de mesure qui vont bien au-delà des sondages, il constate l'exacerbation en France d'un racisme brutal et biologisant. Et dans ce rapport, il souligne que, évidemment, les paroles de M. Valls sur les Roms qui n'ont pas vocation, et ainsi de suite, à s'intégrer, n'ont pas arrangé les choses. Il pointe le refus de M. Manuel Valls d'assumer le fait qu'il y a en effet une islamophobie qui fait de nos compatriotes de culture, d'origine ou de religion musulmane, au fond, l'objet négatif de la détestation de l'autre, de cette quête du bouc émissaire. Et donc, tout cela est le risque d'une nécrose. Il nous faut arriver à nous élever par rapport à cela. Et mon propos, qui n'est pas d'indignation, mon propos, qui est de constat, qui est d'analyse, c'est de dire comment on s'élève. On s'élève en se réappropriant, d'où ma critique de la Ve République, en se réappropriant l'enjeu démocratique, en retrouvant ce levier du partage démocratique, et non plus d'attendre qu'un seul décide à notre place. Vous savez, la devise de la République, c'est très intéressant de l'analyser. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, ça peut être la liberté de s'enrichir, donc de créer des inégalités. La fraternité, ça peut être la possibilité de choisir ses frères, donc d'en exclure d'autres. Donc qu'est-ce qui fait que cette devise, elle crée du mouvement, elle crée une tension positive, progressiste? C'est qu'il y ait ce mot égalité, qui
qui ne veut pas dire égalitarisme, qui veut dire égalité des droits et des possibles. Nous naissons libres et égaux en droit. Et à partir de là, nous pouvons ensemble conquérir de nouveaux droits, ouvrir de nouveaux chemins. Et nous sommes, je pense que le vrai échec depuis 2 ans, c'est de ne pas avoir mis cette question-là au centre, au-delà de la question du mariage, mais qui, du coup, s'est retournée en boomerang parce qu'il a été vu, alors que je le souligne quand même, et vous avez le livre Eddie Bengel de Édouard Louis qui est formidable, être homosexuel dans notre société, et notamment dans certains milieux sociaux, c'est aussi vivre des formes de discrimination, des formes d'oppression, et donc la quête du mariage pour tous, qui a choqué certaines personnes en fonction de leurs croyances, c'est une quête de normalité, de reconnaissance, de droit pour ne pas subir cela. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est inscrire ça dans une ambition d'égalité qui allait au-delà. De l'égalité dans le travail, de l'égalité, prenons la décision, je passe du coq à l'âne en apparence, mais prenez la décision du Conseil constitutionnel la semaine dernière, qui est stupéfiante. Conseil constitutionnel dont je rappelle comment il est nommé, 3 par le président, 3 par le président de l'Assemblée, 3 par le président du Sénat. Il suffit que la même famille politique soit là pendant quelques années et une certaine durée pour que ce soit la même famille politique qui soit là et que tout procède d'un seul homme, le président, parce que son copain, le président du Sénat, va choisir en fonction. Donc ce Conseil constitutionnel qui est aujourd'hui conservateur a pris sur la question des entreprises, c'est la loi Florange, une décision qui est de dire, au fond, de censurer le fait qu'on puisse pénaliser des propriétaires, des actionnaires, des patrons, qui se débarrassent d'une entreprise ou la rachètent, mais en ne se préoccupant pas des salariés. Et bien sûr qu'il y a un droit d'entreprendre. Moi-même, je suis un petit entrepreneur, mais il y a une liberté d'entreprendre. Mais cette liberté n'est pas un absolu qui ne doit pas composer avec d'autres droits. Le droit au travail, le droit à un emploi, le droit à la dignité, comme le droit au logement. Et donc le Conseil constitutionnel considère qu'il n'y en a qu'un, qui est le droit patronal de faire ce qu'on veut. On vend l'entreprise, on vend avec des meubles, avec des personnels, on ne s'occupe pas. Et on n'a pas d'obligation vis-à-vis d'eux de la même manière. Et moins on aura d'obligations, mieux c'est. Et donc, je reviens sur ce mot d'égalité. C'est-à-dire que nous sommes au cœur d'une société qui est travaillée par un sentiment d'injustice, de non-reconnaissance. Et je reviens à votre question d'actualité. Sortons de l'anecdote, et moi je ne voudrais pas faire de focalisation sur Manuel Valls, après que chacun fait son chemin, et peut-être changera-t-il aussi par rapport à son chemin personnel. Peut-être que les événements le modifieront par rapport à ce qui a marqué ses positions ces dernières années. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une politique illisible. C'est une politique qui donne un sentiment de désappropriation. On ne peut pas demander aux gens, élisez-nous sur un programme, et dire, à peine est-on élu, dire, laissez-nous faire. Et nous allons faire le tri dans le programme. Et nous allons oublier ceci, oublier cela, etc. C'est ça que l'électorat rappelle. Moi, je n'ai pas le sentiment, et c'est la raison pour laquelle vous êtes si nombreux, je vois ça dans toutes les réunions que je fais ou que fait Mediapart, je le dis, c'est tenant des idées monstrueuses de la haine de l'autre, qui est une haine de soi. En fait, pour moi, ils n'aiment pas la France telle qu'elle est et telle qu'elle vit. Moi, je vois une France très vivante, très forte, très pleine d'attentes dans sa diversité, mais qui n'est pas rassemblée, et qui vit cette forme de désespoir d'une politique qui ne la rassemble pas, qui ne l'élève pas, et qui est nécrosée par le fait que cette politique n'a qu'un point, qui sera président. Et pour moi, c'est la servitude volontaire. Je pense qu'on est plus intelligent à plusieurs, on est plus intelligent dans la délibération démocratique. Prenez le débat européen. Un des premiers renoncements de François Hollande, ça a été sur le traité européen, le TSCG. Pas de discussion, alors qu'il avait le rapport de force de l'élection. Et surtout, immédiatement, il dit à sa majorité parlementaire, qui n'était pas unanime, vous ne pouvez pas débattre, vous devez voter. Cohésion, discipline, comme si c'était une légion présidentielle. Du coup, ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Ils ont vu le nouveau Premier ministre italien, ils ont changé 2 fois le Premier ministre italien en 1 an.
mais ils s'en portent pas plus mal, et ils avancent. Et lui, il dit, je veux bien m'occuper de mes comptes publics, mais il faut que je desserre les taux européens. Et il le dit. Nous, on l'a pas dit. Du coup, 15 avril, il faut aller devant l'Europe avec 2 documents. Le pacte de stabilité, c'est-à-dire comment on est dans les clous financiers imposés par l'Europe, et d'autre part les réformes structurelles, c'est-à-dire comment on dérouille du côté des services publics et autres. Et en plus, François Hollande, sans discussion avec sa majorité, dans sa conférence de presse de janvier, a dit « Je rajoute le pacte de responsabilité ». 50 milliards en plus à trouver. Et je dis, en plus, je vais engager la responsabilité du gouvernement et vous devrez voter, vous la majorité, sans débat. Et sincèrement, mais la démocratie, dans un âge complexe, où nous sommes tous informés, où nous pouvons tous savoir, apprendre des choses, ce n'est pas comme ça. Et malgré tout, vous dites que nous ne sommes pas condamnés à cette fatalité. Alors j'espère. La manière dont vous déroulez les événements nous laisse peu de prise sur ces événements-là. Avouez-le. Je vais vous répondre. La réponse, c'est de ne pas aller voter, c'est d'aller voter. Non, je n'ai pas de programme politique à vous proposer. Ce que je vous propose, je crois à l'exemplarité pour nous tous. Les hommes auxquels je rends hommage dans ce livre, Stéphane Hessel, mon histoire personnelle avec mon père et d'autres, ce sont des hommes qui n'ont pas prétendu gouverner, mais ils nous ont donné de l'optimisme. Rappelez-vous Hessel qui a fait le plus grand tabac ici, je crois, à Cléter, quand il est venu. Ce vieillard qui avait l'air si jeune. Et pourquoi avait-il l'air si jeune? C'est parce que malgré tout ce qui lui arrivait, tout ce qu'il a traversé, c'était l'optimisme. Et l'optimisme, c'était quoi? Parce qu'on s'est mépris sur Indignez-vous. C'était pas Indignez-vous comme un cabri. Non, le message d'Indignez-vous, c'est vous êtes responsable de votre liberté. Hein, et allons-y, et faisons notre chemin. Donc moi je vous dis la même chose, et je le fais comme vous pouvez le faire là où vous êtes. C'est quoi Mediapart? Mediapart, c'est une réponse et une résistance à la crise de l'information dans notre pays. Au fait que la majorité des médias sont en situation de dépendance, ou le dos au mur par rapport à la révolution numérique. Donc nous sommes dit, sans vouloir donner de leçons, bien, on va montrer qu'il y a une autre voie possible, qu'on peut faire un journal indépendant, que ça peut être profitable, que ça peut marcher, que ça peut bousculer l'agenda médiatique. L'année dernière, on était là au moment de l'affaire Cahuzac, que ça peut provoquer des effets dans le débat public, la lutte contre la corruption, le procureur financier, le réveil, tout ça a été provoqué par les informations de l'affaire Cahuzac. Et donc, voilà, moi je pense qu'il faut, après, comment ça viendra, d'où ça viendra, de quel geste, de quel acte, qu'est-ce qui cristallisera. Vous savez, les Tunisiens, quand ils ont décidé de dire non, à l'époque on disait la jeunesse tunisienne, elle ne pense qu'à la consommation. Puis un jour, ils ont dit non. Dit non à la dictature et non à l'enfermement dans l'intégrisme. Et du coup, dans la complexité, oui, mais dans la complexité de la situation tunisienne, par rapport à tout ce qui s'est déclenché dans le monde arabe, vaille que vaille, ils inventent quelque chose. En Ukraine, ils ont dit non. Bien sûr, tous les noms sont confus. Il y a toutes sortes de forces bizarres dans ce nom. Mais ils ont dit non à la corruption. Ils ont dit non à la fermeture vis-à-vis de l'Europe. L'Europe comme idéal de liberté. Eh bien, ils inventent un chemin. Et je crois que nous sommes dans une situation où nous devons avoir la force de ce nom optimiste. Parce que sinon, c'est le nom régressif qui va l'emporter. Et ce nom régressif, c'est une catastrophe possible. Un des monstres dont vous parlez dans votre premier chapitre, c'est effectivement